Hello les amis, nous sommes le mardi 29 septembre 2020, beaucoup de travail en ce moment, et je tenais à vous dire, non, je ne suis pas censuré sur Odyssée, hein, sinon j'aurais pas fait l'émission dernière, je disais juste que Google faisait tout pour que les gens ne puissent pas accéder à Odyssée, c'est tout, mais Odyssée ne me censure absolument pas. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'infos, hein, je vous l'ai dit déjà dans la dernière émission, c'est le Money Time, hein, c'est là que ça va se jouer maintenant. Déjà cette nuit à 3h du mat, il va y avoir le premier débat entre Trump et Biden. Et ça, les infos sont importantes toute la journée. Donc si vous voulez suivre les infos, faut me suivre sur Twitter parce que c'est là que ça se passe. Hein. C'est-à-dire une émission, je peux en faire qu'une par jour sur Twitter. Je peux tweeter dès qu'il y a des informations essentielles. L'information circule beaucoup plus vite. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Vous savez que les Marseillais ont été punis par Olivier Véran. Or, on s'aperçoit que, et je vous laisse un excellent article de François basé sur justement quelqu'un qui tweet, qui s'appelle Virus War, que je vous recommande de suivre, je vous le mets là. Hein. Le directeur général de l'ARS PACA ment sur les chiffres à Aix à Marseille. 6 juin, les vrais chiffres pour Aix et Marseille issus du tableau de bord de Véran à diffusion restreinte du 22/9 et le point de la cellule de crise de coronavirus de Véran du 22/9 qui a guidé le blocus d'Aix-Marseille a fuité et la grosse surprise, Aix-Marseille est très loin du peloton de tête. Lyon a une situation bien plus inquiétante. Je vous laisse vraiment tout lire puisque François a tout résumé dans un article. C'est très important ce qui se passe et donc là on comprend bien que intentionnellement ou pas, c'est vraiment la décision de punir Marseille. Pourquoi punir Marseille? Parce qu'à Marseille, vous savez, il y a l'UHU, il y a Didier Raoult qui fait l'excellence depuis le départ. Donc dès le départ, il disait qu'il fallait tester, on disait non que ça servait à rien. Dès le départ, il disait qu'il fallait traiter, on disait bah non, mais pourquoi tu veux traiter? Reste à la maison, Doliprane. On s'aperçoit que plus le temps passe, plus Didier Raoult a raison, évidemment, hein, ce qu'il dit lui-même, le temps, laissons le temps au temps, les faits arriveront, on détient la vérité. Vous voyez les tableaux qu'il a présentés aujourd'hui, je vous mets aussi la vidéo de l'UHU de Marseille, tous les tableaux sont à la baisse, et l'excellence de l'UHU, hein, regardez, ça c'est les tests, délai rendu pour les urgents, c'est-à-dire les cas urgents, inférieur à 2 heures, 62% des tests, inférieur à 4 heures, 28%, inférieur à 6 heures, les 8%, il reste 2% un petit peu supérieur à 8 heures. Et pour les tests non urgents, c'est-à-dire les personnes qui n'ont aucun symptôme mais qui veulent venir se faire tester, ils en ont fait 1982 sur 24 heures, ils ont tous eu le résultat de test en moins de 24 heures. C'est ça l'excellence. Les chiffres que dit Didier Raoult depuis le début. Vous voyez, acte 1, c'est du 27/1/2020 au 14/6/2020. Ce qui est important à voir, c'est que le nombre de patients APHM IHU positifs. À gauche, vous avez 6901. À droite, vous avez acte 2 du 15 juin au 28/9/2020, 5666. Mais ce qui est important, c'est le ratio. 9% et 8,5%. Donc on voit que le ratio est à peu près le même. Mais avant, il y avait 1633 hospitalisations, ce qui représentait quasiment le quart, 23,7%, 288 réanimations qui représentaient 4,2%, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 7% d'hospitalisation et 2% de réanimation. Donc vous voyez que ce que moi je dis sur ma chaîne depuis juin, avec les docteurs italiens Zangrillo, Bassetti, qui disent que le virus a muté, que sa charge virale baisse, même si, ou la virulence baisse, les Italiens disent la charge virale. Didier Raoult a dit que le virus avait muté. Olivier Véran dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le virus a muté, alors qu'à Marseille, ils ont sorti des génomes différents. Donc on voit là aussi qu'il y a une énorme envie de contradiction de tout ce qui vient de Marseille. Marseille a été injustement puni, le virus mute, mais il y a des régions qui sont en augmentation, comme on l'a vu tout à l'heure, en disant que Rhône-Alpes était encore en hausse, alors que Marseille c'est en baisse. Marseille est fermé, Rhône-Alpes n'est pas fermé. On va comprendre pourquoi. Écoutez bien 2 minutes de ce que dit Didier Raoult. Et qui se traduit par le fait que si on regarde le total des décès de la PHM, vous voyez,
depuis le début de l'année, en le comparant à 2018 et 2019, il est vraisemblable qu'on terminera l'année avec moins de morts à l'hôpital, dans la PHM, que les années précédentes. Et globalement, c'est vrai que ce phénomène que l'on retrouve, alors cette fois-là, ce n'est pas des données qui sont à moi, c'est des données qui sont établies par Vincent Jarlier, qui est un collègue qui travaille à Paris, donc à l'assistance publique de Paris, et qui recouvre les données non seulement de toute la France, mais de tous les pays pour lesquels les données sont disponibles, et où on voit que le nombre de cas a augmenté, mais le nombre de morts n'a pas augmenté d'une manière significative pendant cet épisode-là, vous voyez, que ce soit d'ailleurs à Marseille ou à Paris. Donc c'est un phénomène qui a une discordance entre le nombre de tests qui est généralisé et qui entraîne une apparence d'augmentation considérable. Bien entendu, il y a eu un deuxième pic épidémique là, mais la mortalité, elle, n'a pas augmenté d'une manière qui est significative. On le voit là, on le voit sur tous ces graphiques, hein, on voit une augmentation du nombre de cas détectés, mais une mortalité qui reste faible et qui encore une fois, c'est des données qui sont complètement indépendantes des miennes. C'est pas moi qui influence, comme chacun imagine, l'intelligence de la science publique de Paris. Vous avez entendu? Moins de décès en 2020 qu'en 2019 et qu'en 2018. Et pour ça, on bloque un pays. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ah mais oui, mais c'est grâce aux mesures qu'on a prises. Non. Le troisième point, c'est qu'il a fait un très très joli travail de corrélation pour tenter d'expliquer pourquoi il y avait une différence de mortalité dans les différents pays. Puis on regardera dans les différentes zones. Alors dans les différents pays, il a regardé si le nombre de décès, ce qu'on appelle le taux d'attaque de décès, c'est le nombre de décès par population, était lié à la densité de la population dans le monde. Et il n'y a pas de rapport. Donc, pas de rapport clair. Deuxièmement, est-ce que c'est l'urbanisation? Et la réponse est non, il n'y a pas de rapport non plus. C'est une illusion d'optique, c'est parce que, bien sûr, il y en a plus dans les villes, parce qu'il y a plus de gens. Est-ce que c'est lié au fait que la population, dans un endroit donné, a plus de 65 ans, ce qu'on pouvait attendre comme étant raisonnable? Et la réponse est non, non plus. Et donc, en revanche, le seul point de ce qui a été évalué dans ce travail, qui joue un rôle, c'est la précocité de la mise en place des tests de diagnostic. Et là, il y a une différence très significative qui explique en grande partie pourquoi il y a eu des problèmes de décès aussi importants en France, en particulier en dehors des zones dans lesquelles les choses n'étaient pas testées de manière systématique. Ce que l'on voit en plus maintenant, ce qui commence à sortir en France, c'est une des données que j'attendais depuis longtemps, et je remercie les gens de l'établissement français du sang de nous en avoir confié une partie, et une autre partie est actuellement en préprint, c'est que maintenant on peut mesurer quelle a été l'importance de l'épidémie dans les zones dans lesquelles ceci a été testé, et c'est très intéressant parce que ça recouvre exactement, nous, l'incidence chez les gens testés des différentes régions de France. Il y a des gens qui sont venus se faire tester à Marseille, d'un peu partout en France, parce qu'ils ne pouvaient pas se faire tester ailleurs, et donc on a eu des gens d'Île-de-France, des gens de l'Est, des gens de Nouvelle-Aquitaine, et on a les séroprévalences, c'est-à-dire le taux de gens qui ont été infectés. Et c'est très intéressant, il y a une superposition très claire entre le taux d'incidence que nous avons observé ici, chez les gens qui étaient venus se faire tester, et les anticorps qu'ont retrouvé ces études en allant prélever les gens à la fin de l'épidémie. Et ce que l'on trouve, c'est que il y a eu 10%, donc probablement 10% de la population a été touchée dans le Grand Est, 9% à Paris et 8% à Marseille, et un peu moins de 3% en Nouvelle-Aquitaine. Alors ça traduit parfaitement les chiffres que nous connaissions par ailleurs, mais ça veut dire qu'il y a des endroits dans lesquels il y a une surmortalité qui n'est pas liée à l'épidémie, qui n'est pas liée à l'âge, qui n'est pas liée à l'urbanisation, qui est liée à la prise en charge. Que donc, ce qui s'est passé à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, c'est que la prise en charge est différente. Ça n'est pas que l'épidémie ne nous a pas touchés. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on n'est pas loin, nous, par exemple, ici en Alsace, de l'immunité collective. Je vous avais fait une émission qui a vite été censurée aussi par YouTube, mais que j'ai mis sur BitChute, l'immunité collective, où maintenant tout le monde s'accorde à dire qu'à partir du moment que 15% de la population a des anticorps, c'est que l'immunité collective est atteinte, parce qu'on voit que ce Covid n'est pas si dangereux que ça, hein.
puisque il passe crème chez beaucoup, la majorité des personnes, hein, que je vois qu'il y en a qui ont peur et qui vont faire des tests, surtout des jeunes, franchement. Et la preuve, c'est la Suède, qui n'a adopté aucune mesure, hein, et qui doit être très proche des 15% d'immunité collective pour l'ensemble d'une population. Et ensuite, il dit l'excellence de ce qu'ils ont fait à l'UHU. Je rappelle, je remets ici les chiffres, hein. Pour la première phase, 0,6% de décès. Sur la deuxième phase, 0,5%. On attend les chiffres des autres hôpitaux. Ils sont beaucoup plus élevés. Donc comme c'est eux qui veulent donner des leçons à Marseille, eh ben, on attend leur tableau avec impatience, hein, puisque comme c'est des donneurs de leçons, ça veut dire qu'ils ont des taux bien plus bas. Mais ce n'est pas le cas, vous l'aurez compris. Donc tout est dit dans ce que dit le professeur Raoult, et c'est des chiffres qui viennent de Paris, et c'est des datas qui viennent de l'établissement français du sang. Voilà. Donc rassurez ceux qui ont peur, montrez cette vidéo. Moins de décès en 2020. Du reste, en Espagne, vous savez que la France a un nombre de cas ultra qui explose, hein. Donc là aussi, votre bon sens, qu'est-ce qui vous dit pourquoi le nombre de cas explose en France et en Espagne? Mais depuis quelques jours, on va le voir, en Espagne, c'est plus le cas. Et pourquoi, mis à part, une fois de plus, si vous pensez que le virus s'arrête aux frontières, au Luxembourg, c'est pas le cas, en Belgique, c'est pas le cas, en Allemagne, c'est pas le cas, en Suisse, c'est pas le cas, en Italie, c'est pas le cas. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? La différence, c'est les tests. Et les tests. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez pourquoi en Espagne ça chute. Hein. Quand on règle les tests PCR correctement, qu'on tient compte des pics classiques de mortalité par pathologie respiratoire, on se dit que les Espagnols devraient retrouver leur liberté, les citoyens ne doivent pas lâcher un pouce de terrain pour établir la vérité, ça c'est laissons prescrire. On voit que ça chute énormément. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le professeur Raoult préconise 35 cycles afin d'éviter 30% de faux positifs. Olivier Véran, le conseiller scientifique, rapport du 27 juillet, 40 à 45 cycles. Et donc, depuis que l'Espagne a changé ses critères sur des PCR, ils l'ont passé à 30-35 cycles. Je rappelle qu'en Allemagne, c'est encore moins, c'est 25 cycles. Et ben, le nombre de cas positifs, et je rappelle qu'un cas positif, ce n'est pas un malade, chute. Alors il serait temps maintenant, pourquoi le conseiller scientifique, sur quelle base? Parce que là aussi je vous avais montré une émission d'Eddie Raoult, on voyait bien qu'au-dessus de 35 cycles, on détectait rien. Le reste, vous savez, aux États-Unis, il y a des tests qui sont toujours en avance sur tout. Ils ont des kits pour se tester à la maison, qui dit clairement, le test, évidemment, parce qu'aux États-Unis, on veut pas, hein, on marque que le masque ne protège pas du virus, puisqu'on ne voudrait pas que quelqu'un qui porte un masque chope le Covid et va porter plainte, parce qu'aux États-Unis, les plaintes, c'est pas comme en France, hein, ça peut coûter très cher si quelqu'un qui a mis un masque a eu le Covid et qu'il pensait qu'il était protégé. Donc c'est pour ça que c'est sur les boîtes, il y a bien marqué, ça ne protège pas du Covid. Hein. Et donc là, c'est des kits pour se tester à la maison qui dit clairement que le test détecte aussi les anciennes infections. Vous avez eu la grippe l'année passée, vous pouvez être testé positif, et c'est ça que l'on teste positivement quand on dépasse les 35 cycles. Donc il serait temps que cette mise en scène s'arrête. Cette mascarade, on veut continuer à avoir des cas positifs pour imposer une dictature sanitaire. Laissons travailler les gens, laissons les sportifs aller dans les salles de sport, laissons les restaurants et les bars ouverts, ça n'a aucune incidence, comme le rapport vient de le montrer. D'accord? C'est du factuel. Encore pour vous rassurer, un petit tweet là, en Alberta, un état des États-Unis, 261 personnes sont décédées du Covid cette année, en seulement 6 mois. Pendant ce temps-là, 449 sont décédés d'une overdose d'opioïdes. Ça, c'est des médicaments à base d'opioïdes. Et aux États-Unis, ça représente quasiment, tenez-vous bien, 132 morts par jour. 132 morts. Merci Big Pharma, merci beaucoup. Je vous laisse aussi un excellent article de François sur tout ce que l'on ne dit pas sur les tests PCR, épidémie de tests. La communauté scientifique internationale semble préconiser que seuls les PCR positifs avec un CT inférieur à 30 doivent être pris en compte. Donc voilà pourquoi en France on a des cas positifs, je ne cesserai de vous le répéter.
Allez, je vous laisse avec... il faut aussi laisser la parole à ces extraordinaires professeurs, médecins qui viennent témoigner sur des plateaux télé. Hein. L'excellent professeur Toussaint qui était l'autre jour, franchement, je l'ai trouvé admirable face à Coralie Dubost. Hein. C'est la compagne... ou Coralie Dubost, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. C'est la compagne d'Olivier Véran qui vient le défendre bec et ongle, mais bon, franchement, pour s'attaquer à quelqu'un, il faut avoir des arguments. Et chère Madame Dubost, que vous en aviez strictement aucun. Strictement aucun. Je vous laisse avec eux, il y aura aussi le professeur Parola, il y aura aussi des médecins généralistes, et il y aura une secrétaire d'État, ou la ministre des Sports, je ne sais plus, Roxina Marcignaou, qui dit que, avec un masque sur le visage, les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, mais pour dire qu'il faut continuer à être discipliné comme vous l'êtes. C'est pas moi qui le dis, c'est un ministre. Vous vous rendez compte un petit peu? Pour continuer à être discipliné comme vous l'êtes. Ils veulent que l'on arrive dans la peur à vouloir accepter le vaccin, non pas russe, celui à base d'adénovirus, mais celui de Bill Gates. Donc voilà, je vous laisse avec ces fantastiques chercheurs. Il y aura, ça prend du temps, on a beaucoup de travail. On bosse, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas que tweeter et faire les vidéos. On bosse. Tenez bon, diffusez la bonne information. Il faut vraiment que la peur quitte les gens. Hein. Donc, ne serait-ce que vous en convainquez un. Vous êtes nombreux. J'ai vu que ma première vidéo atteignait presque sur Odyssée, là, il y a posté il y a une semaine quasiment les 200 000 vues. Bah, si chacun d'entre vous montre ma vidéo à quelqu'un qui a peur, vous allez convaincre en tout 200 000 personnes. Voilà. Qui elles-mêmes vont en convaincre 200 000, et ainsi de suite. Il faut arrêter avec le virus de la peur, avec cette pandémie, avec ces faux chiffres, avec ces faux tests. On va se battre pour ça, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous laisse avec des gens bien plus formidables que moi. Bye, bisous. C'est-à-dire que c'est un fait scientifique, quand vous êtes dans un bar, un restaurant, une salle de sport, vous contaminez plus que quand vous êtes au travail. Excusez-moi. Alors attendez, il va falloir le redire. Vous perdiez l'habitude de me couper à chaque fois que je m'exprime, monsieur sur la Toussaint. science. Vous êtes déjà en train de me couper. Vous ne me couperez pas quand je m'exprime, ce n'est pas vous pourrez vrai. me répondre Ce que vous dites n'est pas vrai. Vous avez des chiffres? Alors on m'a dit 4 fois, 5 fois 2 en restaurant, fois 3 en salle de sport et fois 4 en bar. Pour les bars, en termes de contamination. Les salles de sport, 27 millions d'entrées depuis les retours, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Okay. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Je rappelle que ce ne sont pas des malades. Or, nous sommes en train de dériver actuellement, Midi Libre hier, qui dit les 16 000 nouveaux tests positifs de jeudi sont des malades. C'est une erreur complète de ce que veut dire actuellement la capacité d'amplification des tests PCR sur la réalité de la transmission de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on peut tester positif et ne pas être malade. Ce sont des asymptomatiques, ce sont des sujets guéris qui ont réussi à se débarrasser du virus et qui sont encore sécrétaires. Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez tout en ayant réussi à vous en défendre, à donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour, qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Donc on est en train de noyer le poisson dans une communication, vous m'avez dit communiquer, mais dans une communication du gouvernement qui s'égare. Pourquoi ? J'ai entendu ce matin une ministre du gouvernement nous dire, et je cite, actuellement, les décisions ne sont plus aujourd'hui prises sur la réalité de la circulation du virus. Écoutez-la.
sur Europe 1 à 8h18. Alors, oui, mais je vous soumets quand même ces chiffres. 27 millions de passages dans les salles de sport pour 207 cas avérés, 207 cas. Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, puisqu'on ne sait pas comment le virus se transmet clairement aujourd'hui. Les décisions qui ont été prises, c'est pour dire, dans votre vie personnelle et de loisirs, il faut continuer à être discipliné comme vous l'êtes lorsque vous avez la pression sociale de la vie en collectivité, au travail, dans les transports ou dans la rue. Il faut que dans notre vie sociale, à tous, eh bien, on continue à faire attention parce que pour éviter un deuxième confinement total. Alors, sans tomber dans la paranoïa, ça sent le règlement de compte. On se demande, en entendant les chiffres des uns et des autres, c'est pas moi qui vais aller les vérifier, ni des uns ni des autres, mais ça semble quand même un petit peu curieux. Sur le plan strictement francilien, c'est plus là ma fenêtre, si je puis dire. Il est bien certain que la maladie Covid, c'est sûr, elle existe, il y a des tests qui sont positifs. Les patients, on ne les voit pas. On ne les voit pratiquement pas. Il n'y a pratiquement pas de cas de Covid. Donc ce qui se passe en ce moment est extrêmement étrange. Moi, je ne me permets pas de porter de jugement, ni sur les décisions politiques, ni sur les avis d'experts qui me dépassent, les infectiologues, les virologues, les gens du comité Théodule, mais simplement, il y a une incompréhension. Et lorsque mes patients me disent « Docteur, expliquez-moi, je ne comprends rien », je leur dis que nous sommes ensemble. Moi non plus, je ne comprends pas. Je vais être sûr de bien comprendre, justement, c'est puisqu'on est avec ce terme de comprendre. Ils ne viennent pas en consultation? Il n'y a pas de consultation où vous dites vous avez une suspicion de Covid parce que vous avez des symptômes qui paraissent adéquats, allez faire le test. Vous n'en avez pas des gens comme ça qui viennent vous voir? Alors, franchement, depuis début août, je n'ai pas vu de chiffres significatifs, de nombres significatifs. Vous exercez où? J'exerce dans le Val-de-Marne. D'accord, donc a priori... plus précis, parce que c'est pas autorisé. Ouais. Mais je suis en Île-de-France, et ce qu'on voit, c'est deux catégories de choses. Des gens qui font des tests et qui ne sont pas malades, et des gens qui sont malades, qui cherchent à faire le test péniblement, des fois qui cherchent à faire une prise de sang pour autre chose et qui renoncent, et qui sont la plupart du temps, lorsqu'ils font le test, négatifs. Donc on vit un monde là, il y a une gestion des tests, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, bien évidemment, mais il y a une gestion des tests qui est quand même calamiteuse depuis 1 mois et demi. Oui, là on est censé l'accélérer. Et moi, vu de ma fenêtre de généraliste, encore une fois, je ne suis pas chercheur, je ne peux pas me permettre d'avoir une opinion tranchée, simplement... j'ai l'habitude quand même d'être aux écoutes de l'état sanitaire de mon pays pour mes patients, et il y a une incompréhension. La dernière mesure importante qui avait été discutée cet été était celle d'utiliser le masque en extérieur. Vous vous souvenez que l'OMS avait décidé qu'il n'y avait pas d'argument suffisant et demandé à l'ensemble des pays qui allaient mettre cette mesure en place d'en étudier l'efficacité et d'en étudier l'acceptation pour les populations. Cette mesure a donc été décidée en France pour l'ensemble des milieux ouverts pendant l'été, et nous sommes passés dans le même temps de 1300 contaminations chaque jour à 13 000 contaminations au bout de 2 mois. Je me demande comment, sur le plan épidémiologique, on peut arriver à une quelconque démonstration de l'efficacité de cette mesure, si ce n'est en faisant penser que celle-ci répond à la pensée magique. Du coup, donc, si ce n'est pas le cas, ça fait x10, c'est pas moins 20. Ça fait x10. Ça fait x10, oui. Oui, je vous montrais les taux de mortalité tout à l'heure. Excusez-moi, ce sont 2 chiffres différents. Moi, j'ai dit que j'étais pas sur la mortalité, mais sur... Donc, on est sur 10 fois plus, alors qu'on s'attendait à avoir 10 fois moins par l'efficacité des masques en milieu extérieur. Autrement dit, cette mesure qui a été quand même plus ou moins difficile à croire de la part d'un ministre de la Santé qui a dit une fois que c'était inutile, une fois que c'était obligatoire, nous revient maintenant avec l'absolue incapacité d'en faire la démonstration. Toutes les mesures sont alignées sur cet élément. Ce ne sont pas des contaminations de maladies, ce sont des tests positifs qui mélangent les guéris, les asymptomatiques, les non-transmetteurs et les malades qui ont besoin de se diagnostiquer. Et vous dites que 90% des gens qui sont testés positifs aujourd'hui ne sont pas contaminants. Actuellement, les valeurs sur lesquelles on ne rend pas le nombre de cycles d'amplification ne permettent pas de faire le tri. Et lorsqu'on est au-delà de 35 cycles d'amplification, on sait qu'on est de moins en moins transmetteur et on va jusqu'à 40, 42, voire 45 sur les tests actuellement. C'est la Société française de microbiologie qui, ce matin, annonce qu'il serait nécessaire de faire valoir cet indicateur. Oui, moi, je connais tous les hivers à Paris. Les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres,
tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours dans l'hôpital. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. Tous les hivers, on fait ça. Je sens plus en colère que d'habitude, professeur Megardal. Là, comment voulez-vous faire? Déjà, les 3/4 de nos lits sont occupés. Et ça ne va faire qu'augmenter. Donc nécessairement, on va devoir arrêter des programmes, on va devoir sortir de la réanimation, on va vivre la même chose que l'on a connue. Est-ce à dire que l'organisation de l'hôpital, dont il avait été dit qu'il serait modifié en profondeur, se retrouve exactement dans le même état qu'avant la crise sanitaire? Malheureusement oui, parce qu'en fait il faut des modifications de fond dans la gestion de l'hôpital. Il faut modifier la gouvernance de l'hôpital. Il faut arrêter de réduire les lits en permanence. À peine sorti de la crise, on nous menace à nouveau de réduire le nombre de lits, y compris des lits de médecine critique. Et il y a une autre chose que vous venez de dire également. Vous allez dire que tout le monde dit que le virus a muté. Ce que vous venez de dire dans le monde entier. Bon, ça vous l'avez dit comme ça au milieu d'une phrase, mais c'est contesté. C'est-à-dire que moi j'entends précisément des médecins, j'allais dire parisiens, des pontes, comme on dit, venir sur les plateaux, je pense à Monsieur Deray et d'autres, qui t'expliquent que le virus n'a pas monté et que c'est une bêtise. Écoutez, là aussi, je crois que c'est important. Moi, je donne assez peu mon opinion, je donne les données. L'IHU, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres centres comme celui-ci en France, a isolé des milliers de virus. C'est unique au monde et il y a un mois, nous avions déjà remarqué que depuis la réapparition, la deuxième saison donc de cette épidémie, non seulement le virus avait muté, mais il y a une très grande diversité avec près de 8 mutants qui circulent actuellement. C'est important parce que les Américains viennent également de le publier après Singapour. Est-ce que ces mutations sont en rapport avec une moindre virulence de la maladie? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais bien entendu, lorsque j'entends encore une fois le ministère de la Santé qui, avec beaucoup de certitude, dit non, le virus n'a pas muté, ou certains collègues d'ailleurs qui sont infectiologues ou pas et dont la connaissance en termes de virologie peut être plus ou moins importante disent non, il n'y en a pas, c'est un peu inquiétant sur leur accès aux sources ou sur la remontée d'informations. Je vous engage à lire, il suffit de lire la littérature ou de regarder... Nous sommes d'accord, je ne vais pas la lire tout de suite, mais je vous fais confiance. Il me semble que nous sommes gouvernés encore par autre chose et vous en avez été le témoin ce matin même lors de votre entretien sur une radio publique, lorsque un membre du gouvernement nous a dit que les décisions n'étaient plus fondées sur la réalité de la circulation du virus. Je cite in extenso les mots qui ont été prononcés lors de cette interview. Pouvez-vous les confirmer? Effectivement, professeur, et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire qu'à partir du moment où un gouvernement annonce et assume de ne plus gouverner sur la réalité des choses, mais sur les interprétations, sur les envies, sur les intentions qu'il a, alors nous ne sommes plus dans une politique fondée sur les preuves, de la même façon que nous sortons, parfois ça a été le cas, d'une médecine fondée sur l'évidence. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, il faut que nous revenions à l'observation de la réalité. Il faut que nous sachions analyser correctement les tendances, qui sont celles, par exemple, d'une diminution de l'épidémie de 50% dans l'hémisphère sud, qui sont celles de 147 décès en tout et pour tout hier en Europe, qui sont celles de 27 décès en France, alors qu'on nous annonçait une exponentielle croissante depuis plus de 15 jours, et les décès en France sont stables, voire sur les chiffres par rapport à 10 jours, diminuent. Nous sommes donc dans une inquiétude qui est celle de l'interprétation qui est faite des chiffres pour arriver à des décisions qui sont contre-productives, voire parfois en opposition totale avec la réalité locale, comme l'ont constaté un certain nombre de professionnels de santé à Marseille. Sie folgt wie ein Schaf, die Freiheit dreht sich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News
Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab. Doch der Widerstand ist da.